Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la compréhension des tendances, mais aussi des actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine thématique, où nous nous demanderons ensemble comment appliquer le DCA, la méthode Dollar Cost Average, au SCPI. Nous en parlerons dans un instant avec Mansour Khalifé, Executive Chairman chez MNK Partners. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la structuration du patrimoine du chef d'entreprise. Comment structurer ce patrimoine en intégrant des enjeux de prévoyance et de protection du patrimoine. Nous en parlerons avec Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care, mais aussi de Lilycare. Et nous en parlerons aussi avec Audrey Ferry, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous nous demanderons, dans les conditions de marché actuelles, quelle est la bonne diversification à choisir en fonction de son profil d'investisseur. Une question que nous poserons à Clément Blériot, fondateur et gérant de 1909 Gestion Privée. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment appliquer la méthode DCA au SCPI? Voilà le sujet qui va nous animer à présent. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mansour Khalifé. Bonjour Mansour Khalifé. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes Executive Chairman de MNK Partners. Peut-être un petit mot pour ceux qui nous écoutent. Tout d'abord, MNK Partners, comment est-ce qu'on le présenterait rapidement? Alors, MNK Partners, c'est une discipline de gestion à la base. Voilà, on est une société de gestion immobilière agréée par l'autorité de marché. On existe depuis 8 ans. On gère des fonds d'investissement immobiliers. Bien sûr. Private equity immobilier, mais aussi SCPI récemment. Et c'est avant tout une méthode quantitative avec beaucoup de data, beaucoup de corrélations, essayer de piloter les cycles sur le futur. Alors le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Mansour Khalifé, c'est le sujet de la méthode DCA. Alors une méthode dont on entend beaucoup parler en bourse, d'investir régulièrement la même somme d'argent. Est-ce que cette méthode peut aussi s'appliquer au SCPI? Alors, dès qu'on parle des SCPI, on parle d'épargne. Oui. Et dès qu'on parle d'épargne, finalement, l'épargne, elle ne s'achète pas, elle se constitue. Hein, c'est la règle de Bien sûr, l'épargne. oui. On met toujours de côté pour des projets, pour les jours noirs, etc. Donc, oui, ça s'applique. Ça s'applique tout concrètement, par des versements réguliers de montants identiques. Et donc, c'est ce qu'on appelle avec du réinvestissement de dividendes. D'accord. Et donc, avec Reason, qui est la SCPI d'MNK Partners, nous avons mis en place des plans d'épargne pour faciliter ce DCA ou cette constitution d'épargne. Donc, des plans d'épargne qui ont des thématiques et qui permettent à tout un chacun d'investir selon son rythme, selon ses moyens et en fonction de ses volontés. Sur des SCPI? Toujours sur de la SCPI, Sur de la SCPI, sur ouais. de l'immobilier de manière indirecte. Alors, on voit bien l'avantage quand on parle d'utiliser cette méthode sur des marchés financiers, parce que ça permet aussi de lisser les points d'entrée quand on va sur les marchés financiers. Quand on parle d'investissement sur des fonds immobiliers, quels sont les avantages d'utiliser une méthode DCA? Tout d'abord, il y a l'accessibilité. Donc, on rentre avec peu de moyens. Hein, ce que je disais, on n'achète pas une épargne. Bien sûr. Donc, si je n'ai pas forcément 20, 30 ou 40 000 euros et que j'ai que 1 000 euros ou 500 euros, je peux commencer. Donc, il y a cette accessibilité et qui la rend du coup disponible à tous les épargnants. Donc, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Mais il y a aussi avant tout une discipline et une sérénité. Donc, on n'est pas pressé par le temps. On investit à son rythme. Comme je disais, versement régulier sur des temporalités régulières et on laisse effectivement le temps. Et donc, sa moyenne, donc on lisse aussi le risque parce qu'on n'est pas on n'est pas sujet à un market timing. Donc, on lisse le prix d'achat, on lisse le risque dans le temps et surtout, on se constitue quelque chose de manière moins douloureuse, sans trop d'efforts. Hein, c'est mettre à partir de 1 euro par mois. À partir de 1 euro par mois, à partir de 1 euro par mois, du moins sur la SCPI Reason. On peut investir donc 200 parts à l'entrée, ce qui fait quasiment 200 euros, et à partir de 1 euro par mois. Donc on voit bien que c'est sans trop d'efforts, chacun à son rythme, peut se constituer un patrimoine, et c'est tout le but de ces plans d'épargne. Est-ce qu'il y a des inconvénients ou en tout cas des choses à savoir, des précautions à prendre quand on veut faire du DCA en SCPI? Alors, l'inconvénient, c'est que il faut l'avoir en tête. Ça reste une SCPI, donc c'est
un investissement sur un temps long, de 8 à 10 ans, qui sont les durées recommandées. Et donc, il y a des risques de marché, des risques de liquidité et même du risque immobilier. Mais je pense que l'un des inconvénients à ne pas oublier, ou dans tous les cas à bien garder en tête, c'est l'émotionnel. Et le DCA enlève cet émotionnel. Bien sûr. Oui. Donc ça, c'est un point qui est très important, parce qu'on a tous envie de gagner de l'argent très vite, et on pense qu'on peut faire des super investissements qui vont nous faire très vite gagner beaucoup d'argent. Et donc cet émotionnel-là, le DCA vient l'essuyer. Parce que effectivement, quand on est via des stratégies émotionnelles et qu'on pense qu'on va faire beaucoup d'argent très vite, ça fonctionne pas toujours, voire Non, rarement. ça fonctionne pas toujours. En finance comportementale, on parle d'ancrage automatique, c'est-à-dire que la vertu vient dans la répétition. Et la D'accord. répétition ici, c'est le versement régulier. Il faut pas oublier que dès qu'on parle des SCPI, on parle d'investisseurs pas forcément qualifiés, donc c'est un grand public. Bien sûr. Donc, et derrière, il ne faut pas prendre de risques avec son épargne, donc le risque du market timing, de se dire « Ah tiens, il y a tel SCPI, donc j'y vais ». Donc pour cela, il ne faut pas oublier, il faudrait que l'épargnant aussi, mettre un peu d'argent tous les mois dans quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, ça ne sert à rien. Bien sûr. Donc, il faut aussi vérifier les fondamentaux du sous-jacent, la gestion, la société de gestion et surtout dans quelle stratégie j'investis mon argent. Parce que c'est vrai que c'est un peu le grand oublié des stratégies d'investissement, c'est qu'on regarde la qualité des actifs, on regarde le ratio rendement-risque, on oublie le sujet timing qui joue quand même énormément, point d'entrée, point de sortie. Et C'est ce qui joue le plus, j'ai envie de dire, dans l'investissement, quel que soit le sous-jacent. Ce qui compte, c'est à quel moment j'achète, ce que j'achète, et à quel moment je vends. bien sûr, Et donc, quand on subit un market timing, et on l'a vu récemment entre la période 2019-2022, avec beaucoup de collègues sur les SCPI qui ont été investis sur de la thématique, parce qu'il y a le côté, tout le monde le fait et donc ça marche. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Si vous êtes rentré en 2022 sur des SCPI bureaux, vous êtes tanké. Donc finalement, le fait d'investir petit à petit permet effectivement, probablement, alors on ne peut pas toujours faire des bons investissements, mais permet dans tous les cas de lisser son risque, que ce soit un risque de market timing, un risque de sous-jacent ou même un risque de gestion. Pour conclure, Mansour Khalifé, au-delà de la méthode DCA appliquée au SCPI, comment est-ce que vous voyez, vous, ce marché des fonds immobiliers en fin d'année 2025 et quelles sont vos anticipations, vos prévisions pour cette année 2026 qui va débuter dans quelques semaines ? On pense qu'effectivement, il y a un retour de balancier, mais ça, c'est ce qu'on dit depuis maintenant 2 ans. C'est qu'avec la baisse des taux d'intérêt, on s'attendait à un retour de cette collecte. On le voit bien dans tous les cas sur les volumes de SCPI. Mais néanmoins, le comportement de l'épargnant a complètement changé. Donc aujourd'hui, ce n'est plus la confiance aveugle qui est donnée aux gérants. Donc c'est pour ça qu'on ne s'attend pas à une reprise des volumes de collecte de manière très significative. D'accord. L'immobilier a repricé, donc offre des points d'entrée assez intéressants. Mais dans tous les cas, oui, je pense qu'on sort du tunnel 2022-2024. Après, il y a un peu plus de compétition et de volume de transactions sur les marchés européens où nous sommes actuellement. Et donc, on pense que ce qui va faire l'augmentation dans les futures années, donc ça, c'est ce qu'on dit aussi assez régulièrement. L'augmentation L'augmentation de la collecte va générer de la compétition, mais derrière, on ne pense pas que les prix vont... Du moins, la création de valeur ne viendra pas par la compression du taux, ce qu'on appelle, mais plus par l'augmentation des valeurs locatives. Donc, il faut être très attentif à ce que les gérants achètent. Mais dans tous les cas, les SCPI commencent, parce qu'il y a eu un rajeunissement, il y a eu un changement de méthode et de réflexion, commencent en tous les cas à attirer un peu plus d'épargnants que ce qui était il y a 2 ans. Merci Mansour Khalifé de nous avoir accompagnés dans l'émission Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes Executive Chairman de M&K Partners. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment structurer le patrimoine du chef d'entreprise en intégrant notamment le volet de la protection de celui-ci, que ce soit du patrimoine ou de la famille du chef d'entreprise. Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sonia Elmlinger. Bonjour Sonia Elmlinger. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Social Care et Lily Care. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Audrey Ferry. Bonjour Audrey Ferry. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie. Alors on va se demander ensemble comment structurer le patrimoine d'un chef d'entreprise en intégrant les aspects de protection. Première question que j'ai envie de vous poser, à vous Sonia Elmlinger.
Quand on parle de protection du patrimoine du chef d'entreprise, on parle de qu'est-ce qu'on a envie de protéger ou qu'est-ce qu'on a envie de protéger globalement? Alors, surtout la personne au départ, hein, puisque le chef d'entreprise, on s'aperçoit qu'en règle générale, il pense à ses salariés, il pense à protéger peut-être justement son patrimoine et sa famille, mais il pense pas à se protéger lui-même. D'accord, Et on sait qu'un tiers des entreprises qui disparaissent à cause d'une indisponibilité temporaire ou définitive du chef d'entreprise. d'accord. Donc c'est un sujet qu'il faut pas prendre à la légère et qui est très important de mettre en place une prévoyance, voilà. Mais parce qu'en fait, On on va dans le protège vif du l'entreprise sujet. aussi en protégeant le dirigeant, si je comprends bien. Et exactement, on protège l'entreprise, le dirigeant et la famille, D'accord, oui. évidemment. Et puis éventuellement ses associés, parce que si on a des associés qui restent, il faut racheter les parts de l'associé. Donc on protège aussi la globalité du patrimoine et de l'entreprise. Donc on protège finalement l'entourage du dirigeant Oui. d'une indisponibilité Oui. du dirigeant Ou d'une d'entreprise, c'est ça? invalidité ou d'un décès. La D'accord, prévoyance, c'est surtout trois piliers, le décès, l'invalidité, l'arrêt de travail. d'accord, Après, il y a des contrats annexes qui sont, par exemple, le contrat homme-clé pour protéger l'homme clé de l'entreprise, un chef d'entreprise qui a un commercial qui fait 40% de son chiffre d'affaires. Si le commercial est invalide, il va y avoir une grosse perte. d'accord. Et l'associé également, de l'autre côté, s'il y a un décès, pour que le dirigeant survivant puisse payer à la famille les parts du survivant. Et puis la prévoyance au milieu, je dirais, là, c'est le décès du chef d'entreprise, Bien sûr. l'arrêt de travail. S'il est en arrêt de travail pendant 3 mois, comment il vit? Est-ce que l'entreprise peut continuer Ah oui, Est-ce que d'accord. Est-ce que Et puis l'entreprise peut comment il vit continuer à titre personnel? à vivre et comment est-ce Voilà. que lui vit à titre personnel? Bien Exactement. sûr, S'il oui, n'a oui. plus de revenus, il peut pas vivre et puis il peut pas protéger sa famille. C'est un sujet qui est connu des chefs d'entreprise suffisamment intégrés aujourd'hui, Audrey Ferry, cette nécessité de se protéger soi, de protéger ceux qui composent sa famille et potentiellement tous ceux qui sont impactés de près ou de loin par l'arrêt, même temporaire, d'une activité de l'entreprise? Oui, je pense que c'est quand même un sujet, en tout cas, qui est abordé systématiquement par tous les conseils du dirigeant d'entreprise. Surtout qu'on a énormément de dispositifs à notre disposition, Oui, justement, pour assurer la protection et de l'entreprise et de la famille et du patrimoine du chef d'entreprise. Donc, c'est quand même un sujet qui est facilement abordé, d'accord. mais parfois complexe quand même, parce qu'on a des outils, mais par exemple pour parler de l'incapacité, bien sûr qu'on a les assurances dont vous venez de parler, on a aussi des outils un peu plus juridiques, par exemple le mandat de protection future, qui va permettre aux dirigeants de désigner la personne qui va... alors, il y a deux casquettes dans la notion de dirigeant. Il y a la casquette d'actionnaire, Bien sûr. associé actionnaire. Donc là, on va pouvoir désigner une personne qui va pouvoir avoir ce rôle. Et puis, il y a la deuxième casquette du dirigeant, qui est vraiment le mandataire social de la société, Bien sûr. qui dirige, qui représente la société. Ça, on Celui ne va qui pas signe. pouvoir le faire. Oui, celui qui Parce signe. que parfois, ça peut être là où, Tout à fait. si le dirigeant ne peut plus signer, Il ne faut pas qu'il y ait l'activité une est bloquée. Oui. paralysie. Voilà, exactement. Donc, pour éviter ça, on peut faire un mandat de protection future, mais ça, ce sera que pour la casquette actionnaire, donc D'accord. voté dans les assemblées générales. Et après, on peut aménager les statuts, par exemple, quand on est dans une SAS ou dans une société civile, pour justement aménager cette partie-là et qu'il y ait un dirigeant successif en cas d'incapacité ou de décès du dirigeant. Alors, plusieurs dispositifs. On a parlé de prévoyance, de mandat de protection future, d'aménagement des statuts. On commence par la prévoyance, Oui. Sonia Hemlinger. Donc ça, c'est pour se protéger soi, pour le coup, un Oui. contrat de prévoyance, Oui. contre une perte de revenus à fait. liée à un accident de la vie. Tout à fait. Lié à un accident de la vie ou lié à une maladie. Bien sûr. Donc, on sait que finalement, une indisponibilité temporaire pendant plusieurs mois, ça peut mettre en péril gravement les revenus du chef d'entreprise, mais également l'entreprise. Donc, on a toujours l'impression qu'il ne va rien nous arriver parce qu'on est dans cette société qui n'est pas du tout à l'anglo-saxonne où on se protège beaucoup plus. Et on se dit, il va rien nous arriver, mais en fait, c'est comme si vous étiez un funambule. En fait, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes un funambule sur le fil. Vous n'avez pas de filet de sécurité. Puis vous vous dites, si je fais un pas de côté, je tombe dans le vide. Bien sûr. C'est exactement pareil. Et c'est une folie de ne pas être protégé en tant que chef d'entreprise. Ce sont des assurances qui peuvent être déductibles dans le cadre de la loi Madelin si vous êtes travailleur indépendant. D'accord. Ou alors, si vous êtes salarié, ça peut être également pris en charge par l'entreprise. Donc, c'est absolument ridicule et même risqué pour tout le monde de ne pas Donc, prendre c'est en charge ces dossiers. Un contrat souscrit à titre personnel, Oui. payé Voilà. par l'entreprise ou par son patrimoine personnel? Alors,
Ça va dépendre, mais en général, par exemple, un travailleur indépendant va le prendre en charge dans son entreprise. D'accord. Il va être couvert pour le décès, il va être couvert pour l'invalidité, et il va être couvert pour l'arrêt de travail, Bien jusqu'à sûr. 3 ans D'accord. d'arrêt de travail. Donc c'est quand même une très bonne protection. Ça permet de voir déjà un petit peu l'horizon avec Sereinement. plus de sécurité, et puis surtout de protéger tout son entourage, même sa famille. Parce que si on n'a plus de revenus, on fait comment? Bah, bien sûr. On Ouais, ne ouais. peut pas... Et alors, vous mentionniez également le contrat homme-clé, ça c'est un petit peu différent pour le Oui, coup. alors le contrat homme-clé, c'est un contrat qui va protéger, donc comme je le disais tout à l'heure, donc un cuisinier qui est chef de cuisine étoilé, s'il est en indisponibilité, il va plus pouvoir Le travailler, et c'est restaurant peut-être ferme. 50% voilà, du chiffre d'affaires qui va partir. Donc ça peut servir, c'est un capital en cas d'invalidité ou en cas de décès. D'accord. Donc ce capital va rentrer dans l'entreprise, D'accord. Versé et à l'entreprise, d'accord. versé En à compensation. l'entreprise en D'accord. compensation. Et là, l'entreprise va se dire, bon, bah, c'est 40% de chiffre d'affaires en moins. Je vais au moins pouvoir les compenser avec cette somme. Ça ne va pas régler le problème du décès ou de la validité, évidemment, mais au moins, ça va permettre de trouver peut-être un remplaçant ou de se réorganiser. Audrey Ferry, au-delà du contrat de prévoyance ou du contrat homme-clé, donc il y a ce mandat de protection future. Ça fonctionne comment? C'est toujours à l'initiative du chef d'entreprise, pour le coup, de s'équiper d'un mandat de protection future Oui, également? tout à fait. C'est lui qui décide de faire ce mandat de protection future. Il va prévoir vraiment le régime d'incapacité plutôt que d'être placé sous une mesure judiciaire qui est beaucoup plus contraignante en termes de mise en place et de délai. Donc là, on va prévoir les choses avant. Sur la partie structuration du patrimoine du chef d'entreprise, il y a 2 notions qui vont être importantes. La première, le régime matrimonial. Donc D'accord. ça, c'est un point voilà, qui est abordé notamment avec les notaires, de dire, bah voilà, pour un dirigeant d'entreprise, pour se protéger du risque des créanciers professionnels ou même d'une séparation, Bien sûr. d'un divorce, on va plutôt naturellement aller vers un régime séparatiste D'accord. qui est très simple. Chacun possède ses biens, chacun est tenu de ses dettes. C'est plutôt clair et facile à appréhender comme régime matrimonial. Et puis, on peut le faire évoluer. Déjà, on peut changer au fur et à mesure du temps, Oui. au moment de la retraite, passer sous une communauté, par exemple. Il suffit d'aller chez le notaire. Ouais. Tout à fait, pour faire un changement de régime. Ça, c'est le premier point important. Et puis, le deuxième point, où là, les métiers de la gestion de patrimoine, on va vraiment attirer l'attention du dirigeant, c'est aussi de dire attention à bien séparer et à se constituer aussi un patrimoine personnel à côté de votre patrimoine professionnel. Ne pas D'accord. tout mettre ensemble. D'une, parce que le gage de créancier, sinon, il va être très étendu et après, on n'a plus rien si jamais ça se passe pas bien, si ça se passe mal Oui, bien sûr. sur la partie entreprise. Donc, se constituer un patrimoine personnel, c'est aussi important pour faire face aussi aux Alors, risques je, la vie. je réagis à ça avec une question d'actualité. Est-ce que se constituer un patrimoine personnel, ça veut dire est-ce que se constituer un patrimoine au sein d'une holding, par exemple, c'est considéré comme un patrimoine personnel ou professionnel dans une structuration de patrimoine en lien avec les questionnements qui existent aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur le Oui, sujet? bien sûr, c'est une très bonne remarque. Alors, c'est vrai qu'on constate, là, dans les derniers débats sur le projet de loi de finances, qu'on a vraiment une influence, en fait, sur la structuration du patrimoine professionnel qui doit rester professionnel Bien sûr. et éviter vraiment d'aller mélanger avec des actifs personnels. Pourquoi? Parce qu'on le voit sur la taxe sur les holdings, par Mhm. exemple, alors qui s'appelle taxe sur la trésorerie, mais qui est en fait en réalité bien plus large, puisque il était question de mettre tous les actifs non professionnels, et puis maintenant c'est un peu plus resserré sur des actifs, des biens somptuaires. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il voilà, il ne faut pas mélanger trop ces deux parties. On l'a aussi dans le pacte Dutreil, par exemple. Dans les débats, on a vu que le pacte Dutreil, aujourd'hui, je peux transmettre une société avec une exonération de 75% pour les droits de succession. Donc, c'est un formidable outil de transmission qu'il faut maintenir. En revanche, c'est vrai que sur le champ d'application, on est en train de le restreindre à vraiment uniquement les actifs professionnels. Et quand j'avais une société qui était bien sûr majoritairement opérationnelle, mais qui avait un petit peu, par exemple, une résidence secondaire ou des choses locatives, etc., mais qui n'avait pas de lien avec l'activité professionnelle, je pouvais bénéficier de la totalité. Là, Oui, on bien serait sûr. vraiment resserré sur cette partie-là. Donc, il y a vraiment cette influence en ce moment de dire il faut vraiment bien séparer, que ce soit bien clair. Il y a le professionnel et il y a le patrimoine à usage personnel. Et donc, il est important de se constituer un patrimoine personnel en plus du patrimoine professionnel qu'on construit tout au long de sa vie, si je comprends bien. Voilà, exactement. Parce que c'est aussi le patrimoine qu'on pourra transmettre à ses enfants. Si jamais il arrive quelque chose sur la société, c'est se protéger soi avec des revenus complémentaires, c'est diversifier son patrimoine et ses risques.
Sonia Elminger, est-ce que le contexte actuel fiscal, de marché ou autre, implique d'accentuer peut-être les démarches qu'on peut faire vis-à-vis de la protection du dirigeant dans le cadre de la structuration de son patrimoine? Eh bien, oui, parce que, dans des contextes économiques un peu compliqués, un peu difficiles, le dirigeant est souvent un petit peu plus stressé, va peut-être aussi, dépasser certaines limites, physiques, D'accord. d'heures de travail notamment et donc va peut-être prendre plus de risques, pour sa santé, et donc là, c'est encore beaucoup plus important. On a une explosion, chez les chefs d'entreprise des burn-out, par exemple, l'année dernière. Et est-ce que un moyen de protéger le dirigeant d'entreprise, et on parlait de statut tout à l'heure, n'est pas de revoir la gouvernance de l'entreprise aussi? Oui, certainement, là, c'est un énorme chantier parce qu'il faut tout Bien sûr. reprendre à la base. Mais déjà, bon, il y a effectivement beaucoup de solutions pour se structurer. Il y a tous les outils sont là, que ça soit la prévoyance, que ça soit la partie notariale, juridique, et tous les outils qu'on a, le pacte Dutreil, etc., pour se protéger. Donc, utilisons déjà ce qui est actuellement à notre disposition et puis surtout sensibiliser les chefs d'entreprise sur ces risques. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, il faut impérativement mettre en place toutes ces solutions. Merci à toutes les deux. Merci Sonia Elminger, directrice générale de Merci, Social Nicolas. Care, mais aussi de Lily Care. Merci Audrey Ferry, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous enchaînons à présent avec l'œil de l'expert, où nous allons nous demander ensemble quelle diversification choisir dans les conditions de marché actuelles, que l'on soit investisseur novice ou expérimenté. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Clément Blériot. Bonjour Clément Blériot. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et gérant de 1909 Gestion Privée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, la diversification est un sujet aussi important aujourd'hui, et deux, est-ce qu'on fait une différence entre investisseurs novices et expérimentés? Alors, très bonne question. Je vais commencer par la première. Il faut rappeler en fait les bases de l'investissement, Bien que sûr. sont la diversification, pour deux grandes raisons. Un, parce que c'est possible. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir investir sur un PEA, sur une assurance vie, sur plein de classes d'actifs différentes. Bien sûr. Donc pourquoi s'en priver? Donc déjà, un, techniquement, c'est possible. Et deux, parce que c'est le meilleur moyen de réduire le risque et de D'accord. saisir des opportunités. Voilà. Ensuite, on va distinguer effectivement plusieurs types d'investisseurs. Dans les grandes catégories, il y a le novice, celui qui n'a pas ou très peu d'expérience. Bien sûr. Et puis, il y a celui qui a un peu plus d'expérience, qui va être expérimenté ou confirmé. Mais les deux ont besoin de diversifier, mais on ne diversifie pas de la même manière, c'est ça? Disons qu'il faut y aller par étapes. D'accord. D'accord? Il faut se créer un socle. Une fois qu'on a ce socle et qu'on a appris un peu d'expérience, d'habitude, à ce moment-là, effectivement, on va multiplier cette diversification. D'accord. Nous, ce qu'on recommande pour un investisseur novice, c'est d'avoir une base solide. Quelle est cette base solide? On recommande des ETF mondiaux D'accord. avec un coût limité et une zone très large. D'accord. Ouais. L'ETF Monde, par Qui sont exemple, diversifiés par nature, si on... qui sont diversifiés par nature, puisque D'accord. dans un ETF Monde, en gros, on est sur 23 pays, Oui. voilà, et plus de 1500 sociétés. Mhm. Voilà. Alors après, on peut toujours s'interroger, est-ce qu'il faut le prendre équipondéré ou normal? Bon, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de tech et beaucoup d'US. Bien sûr. Oui. Voilà. Ensuite, il faut avoir un socle de fonds euros pour la Toujours. sécurité et D'accord, la stabilité. Voilà. Ensuite, on peut avoir de la SCPI Mhm. diversifiée, donc Société Civile de Placement en Immobilier. Aujourd'hui, on en a des diversifiées très très bonnes, ce qui assure un rendement. D'accord. Et ensuite, dans une moindre mesure, moi j'aime bien rajouter de l'or, puisqu'on l'a vu, l'or D'accord. est une valeur refuge. Encore fin 2025? Encore Parce fin que 2020. certains parlent de thématiques d'investissement sur l'or, vu les niveaux que ça a atteint. Oui, c'est pour ça qu'en fait, comme je dis, dans une moindre mesure, il faut répartir une petite partie sur l'or. Mais je pense que l'or a sa carte à jouer. D'accord. Surtout dans un contexte actuel où on a une inflation qui reste élevée.
D'accord. Et donc Voilà. ça, c'est la base. C'est Ça, c'est la or, base. SCPI, ETF mondiaux Ouais. et le quatrième que vous m'avez donné, c'est SCPI, fonds euros. fonds euros. Fonds Voilà. euros, exactement. Ça, c'est la base. Ensuite, on peut se permettre l'approche DCA, Oui, donc investissement progressif, Bien sûr. c'est-à-dire que j'ai une somme, je la divise sur 3, 6, 12 fois, et j'investis régulièrement Mhm. la même somme, peu importe la variation de la Bien sûr. classe d'actifs. Oui. Enfin, du coût de la classe d'actifs. Voilà, ça c'est la base. Ensuite, si on a affaire à quelqu'un qui est un peu plus expérimenté, eh ben, on va amplifier cette diversification. On va peut-être réduire la part du fonds en euros. D'accord. Voilà. Et on va y ajouter, par exemple, de l'obligation internationale Mhm. ou du high yield. Bien sûr. On va y rajouter des actions thématiques, transition énergétique, santé, tech, infrastructure, je l'ai peut-être déjà dit, et puis défense. C'est puisqu'on en intéressant parle. parce que ça veut dire que il faut être un petit peu expérimenté pour aller sur les marchés actions en direct. C'est ce que vous nous dites. Alors, on y est sur l'ETF Monde. Oui, on y est via des ETF. Voilà. Mais en direct, il faut un peu plus d'expérience. En direct, il faut un peu plus d'expérience. Il faut D'accord. avoir compris, il faut avoir aussi accusé peut-être un peu de volatilité et pouvoir dormir tranquillement. D'accord. Voilà. Oui, je comprends. Voilà. Et avoir compris qu'effectivement, si on prend du risque, normalement, on est récompensé. D'accord. Voilà. Il faut toujours rajouter, enfin, lier le profit de l'investisseur à l'horizon de placement. Plus l'horizon est long, plus je vais pouvoir effectivement aller chercher du risque et donc normalement de la performance. Après les actions, est-ce qu'il y a d'autres actifs dans les quelques secondes qui nous restent Oui, on peut rajouter par exemple de la crypto, on peut rajouter du d'accord. private equity, on peut rajouter du produit structuré. Les trois au même niveau. On commence par l'un ou l'autre. Je dirais Non, que c'est le même niveau de risque. Non, la crypto, c'est vraiment 5% maximum. D'accord. Les produits structurés, ça va dépendre, puisqu'aujourd'hui, on retrouve de tout dans les Bien produits sûr, structurés. Voilà. Et donc, en fonction du potentiel de l'investisseur, voilà, c'est peut-être rajouter des obligations Mhm. voilà, internationales, ou high yield, et puis ensuite, peut-être à la marge private equity, et puis crypto. On a aussi le crowdfunding immobilier qui est accessible. Donc voilà, on a de quoi faire. Merci Clément Blériot de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur et gérant de 1909 Gestion Privée. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.